Alors aujourd'hui, je sais pas si je vais arriver à faire le podcast parce que c'était les repas de Noël. Ce matin, il fait 5 degrés, moins 5 degrés. Et puis j'ai un petit peu trop mangé. Évidemment, j'ai mangé des choses auxquelles j'ai pas l'habitude. J'ai mangé trop de gluten il y a 2 jours et puis hier. Alors du coup, aujourd'hui, je sais pas, mon corps il se défend un petit peu. J'ai un peu le nez qui coule et puis j'ai des éternuements. Les éternuements, c'est très important. C'est le corps veut éjecter les agents pathogènes, les virus, éviter qu'ils se multiplient dans le nez, dans la gorge et qu'ils descendent dans tout le corps. Et alors moi, c'est un mécanisme de défense qui marche assez bien. Et j'ai parfois des crises d'éternuement comme ça. Donc j'espère que je vais être capable de faire ce podcast. Alors bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul, où vous m'accompagnez pendant mes promenades pour que j'évoque des sujets en lien avec l'intégration motrice primordiale. Aujourd'hui, on va parler du réflexe d'envol et d'atterrissage qui apparaît vers 1 mois. Si vous prenez un bébé sous les bras, au niveau du tronc, et que vous le levez rapidement de plus d'1 mètre, ça ne marche pas sur 10 centimètres, vous le levez sur plus d'1 mètre, et bien ses jambes, au lieu de rester tendues sous lui, vont se fléchir, vont se ranger sous son corps. On parle de réflexe d'envol. En revanche, quand vous allez redescendre le bébé de plus d'1 mètre, comme ça, ben il ne va pas garder ses jambes fléchies sous lui, il va les étendre, comme pour aller rencontrer le sol au niveau de ses pieds et atterrir. Donc on monte le bébé, les jambes se fléchissent sous lui, on abaisse le bébé, les jambes s'étendent. Réflexe d'envol, réflexe d'atterrissage. Ce réflexe, ce qui est très amusant, c'est que c'est un réflexe qui est aussi pas présent à la naissance, un peu comme le réflexe réaction de Landau ou le réflexe tonique symétrique du cou. Voilà, on ne le voit pas vraiment. Alors, on pourrait dire qu'il n'est pas présent à la naissance. Zvezda Mazgutova va jusqu'à dire que, mais si, d'une certaine manière, ce réflexe, ou l'énergie de ce réflexe est présent quand il sort du ventre de sa mère et qu'il s'extrait, il a une sorte de réflexe d'envol. Et que simplement au début, comme il y a au début, dans le premier mois, il y a une prééminence tellement grande de tout ce qui est flexion chez le bébé qu'il ne peut pas l'exprimer, mais que le réflexe serait déjà là dès la naissance. Donc ce qui les qualifierait vraiment comme un réflexe archaïque. Mais peu importe. Donc le déclencheur de ce réflexe, c'est le changement face à la gravité, changement du corps face à la gravité et de la direction du corps dans l'espace, voilà, qui change. Voilà. Alors c'est un réflexe qui va s'intégrer chez le bébé, comme toujours, il va s'intégrer dans la motricité globale du corps et comme tous les réflexes, il va ressurgir en cas de besoin. Évidemment, à bon escient, s'il faut, quand je vais changer rapidement de position de mon corps dans l'espace face à la gravité. Voilà, il va se réactiver, forcément, ce réflexe. Je suis content qu'on ait parlé de tout un tas d'autres réflexes avant dans ce podcast, si vous les avez écoutés, parce que ce réflexe, en fin de compte, il va être très lié à le réflexe de gravité, évidemment, la ligne de gravité, comment je l'aperçois dans mon corps, au réflexe d'équilibre, ou réaction d'équilibre, au réflexe de stabilité, et aussi à la radiation du nombril, l'étoile à 6 branches. Donc tous ces réflexes que je viens de citer, gravité, équilibre, stabilité, radiation du nombril, sont des réflexes de vie, qui doivent être toujours présents pour me faire tenir debout, marcher, sauter, grimper, etc. Mais si à tout moment je tombe justement, je chois d'un arbre ou quoi que ce soit, mon réflexe d'envol ou d'atterrissage va agir. Mes jambes vont chercher à rencontrer le sol pour atterrir. Et alors oui, peut-être si on tombe de haut, on risque de se casser les jambes, mais ce sera moindre que de se casser le sacrum si jamais on n'avait pas les jambes étendues quand on tombe. Quand on tomberait sur le sacrum, on se briserait la colonne vertébrale et ce serait la paralysie ou la mort. C'est très important ce réflexe en fin de compte, parce que c'est un réflexe
Là aussi, transition de aile. Je dis là aussi parce que c'était le cas du réflexe symétrique du cou, par exemple. Ou le réflexe de l'endo. Et je vous ai dit qu'ils font partie à peu près de la même catégorie. Ils nous font changer la position du corps dans l'espace. Dans le cas du landau, on passait de position sur le ventre à je m'extrais de la gravité, je me redresse, comme Superman. Le réflexe tonique symétrique du cou, c'était je passe du landau à position quadrupédique. Et dans le cas de envol et d'atterrissage, eh bien c'est encore quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, je quitte le sol et je vais pouvoir sauter et donc atterrir. Et si vous regardez les petits-enfants, ça saute beaucoup, ça saute de joie, ça saute beaucoup. Ça adore sauter depuis des parapets, des murets. Ça saute, ça grimpe, ça saute, ça grimpe. Si chez vous, vous avez des canapés ou des lits à ressort, vous savez que les enfants vont prendre ça pour des trampolines. Donc moi, pour éviter ça, alors déjà, évidemment, pour éviter ça, chez moi, je n'ai pas de canapé ni de lit, ni de lit, donc ça évite ça, mais on a toujours eu des trampolines. Dans la maison, un mini trampoline, et dans le jardin, un grand trampoline, où plein d'enfants du quartier venaient pour sauter au trampoline avec mes filles. Si j'avais vendu des tickets à l'entrée, j'aurais gagné beaucoup d'argent. On a toujours eu ce trampoline, grand trampoline, dans notre jardin. Alors c'est très important ce réflexe parce que l'enfant découvre un nouveau rapport à l'espace. On avait sur le ventre, au niveau du landau, on avait quadrupédique au niveau du symétrique du cou, et on a l'espace à partir de la position verticale pour l'envol et l'atterrissage. C'est important parce que l'enfant, c'est comme ça qu'il va construire encore plus fortement sa gravité, sa stabilité, tous ces autres réflexes de vie, réactions de vie qui doivent être là en permanence, sont stimulés parce que l'enfant va sauter, grimper aux arbres et en sauter encore et encore. Et puis il y a quelque chose, vous savez, l'importance du lien que nous avons avec l'eau. Eh bien, quand on va au bord de la mer, on passe notre temps à sauter dans les vagues, encore et encore. Donc on voit bien ce réflexe quand quelqu'un saute dans les vagues ou saute sur un trampoline, on ne regarde pas les jambes toutes raides. Même plus tard, une fois que ce réflexe est intégré, ce schème est toujours là. Quand on va sauter par-dessus les vagues, on replie les jambes sous soi. Même chose au trampoline, on ne saute pas avec les jambes toutes raides. Donc ça c'est très important. Eh bien, qu'est-ce que ça va faire en plus de ce que je viens de décrire? C'est que ça permet la coordination des muscles des jambes et du dos, et de combiner ça évidemment avec les bras. Quand on saute, on fait un mouvement très particulier avec les bras, toujours le même à peu près, comme si on prenait appui dans l'espace. Bonjour. Et c'est très important d'apprendre à coordonner les muscles du dos et les muscles des jambes. C'est-à-dire qu'au moment où mes jambes touchent le sol, et il doit y avoir des contractions extrêmement subtiles et extrêmement complexes au niveau du dos, entre les muscles paravertébraux, les petits muscles qui vont d'une vertèbre à l'autre, à des muscles qui font plusieurs vertèbres à la fois, à des grands muscles qui vont stabiliser le bassin, comme le carré des lombes. Il faut que toute cette musculature au niveau du dos, évidemment avec les abdos aussi, et tout ce qu'il y a devant aussi, mais tout ce qui nous fait tenir le tronc, voilà ce que j'aurais dû dire, doit être parfaitement synchronisé et fonctionner parfaitement. Sans quoi, c'est la colonne vertébrale qui va morfler, et ça, c'est pas une bonne idée. Du tout. Donc, comme l'enfant, il va expérimenter, vous voyez bien comment un petit enfant de 1 an qui fait ses premiers pas est un peu tout raide dans son corps. Il va falloir qu'il branche ses amortisseurs dans tout son corps, au niveau des articulations, au niveau des tendons, au niveau des muscles, au niveau des fascias. Il y a tout un mécanisme d'amortisseur qui est là, qui est lié à la coordination globale du corps. Donc ça va être majeur que l'enfant, il développe tout ça. Et comment il le fait? En sautant, encore et encore. Alors il est aidé en ça, à vous rappeler le réflexe d'allongement croisé, qui est très important lors de la marche, mais là c'est encore autre chose. Ça va bien mettre en place la dimension que Paul Denison appelle la dimension du centrage,
c'est-à-dire la coordination entre le haut et le bas du corps. Le centre étant le niveau du bassin, à peu près nombril-bassin, épiniliaque supérieur. Donc, de ce réflexe dépend la coordination globale du corps. Et puis, évidemment, des choses comme la danse, le fait de pouvoir danser, toutes les relations qu'on a entre le haut et le bas du corps. Quand on est joyeux, exprimer la joie, quand on saute, quand on danse, on dit bien sauter de joie, je l'ai dit tout à l'heure, sauter de joie, les enfants littéralement sautent. Quand ils sont joyeux, youpi, 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 on saute, on saute, on saute. C'est une résurgence de ce réflexe, elle est très importante, c'est l'expression du réflexe de centrage, qui est l'étoile à 6 branches, à partir de mon centre, tout peut radier. C'est cette radiation de la joie dans tout le corps. Encore une fois, on voit que les émotions et le corps sont liés, puisque ce ne sont pas deux choses séparées, mais une seule et même chose. Quand on dit aux enfants, quand on dit aux gens, souvent, j'espère toujours en blaguant, calme ta joie, c'est ça, c'est calme l'exubérance de l'expression émotionnelle de la joie. C'est terrible, parce qu'après, dans notre vie, on passe notre temps à être un peu dépressif, alors qu'on avait tellement de joie enfant qu'on nous a dit calme ta joie. Après, on a du mal à exprimer cette joie. C'est très difficile pour nous. Et la joie s'exprime par le corps. On retrouve dans les peuples traditionnels toutes ces danses que l'on va avoir et qui sont très importantes. On va danser encore et encore, et ça existe. C'est la surprise, moi, de voir, si vous allez en Bretagne, les fest-noz, qui sont des événements extraordinaires. Vous avez vraiment tous les âges, les jeunes, les vieux, qui vont danser ensemble. C'est extraordinaire, ces fest-noz, où les gens vont exprimer la joie, y compris avec des inconnus. Et on imagine ça en plus autour d'un feu de joie. Voilà, on va danser autour d'un feu de joie. C'est très important, cette coordination-là. Ça nous amène à une activité majeure, c'est le saut à la corde. Dans les cours de récréation, on devrait avoir partout des cordes à sauter, pour sauter tout seul, pour sauter à 2, pour sauter à 3. Vous vous rappelez le jeu, 2 personnes tiennent chacune au bout de la corde et le font tourner en l'air, et une 3e personne au centre de la corde, même une 3e, 4e personne, 2 personnes vont sauter par-dessus la corde qui tournoie. Donc c'est très important que les enfants puissent développer ce réflexe-là, qu'on favorise des activités comme pouvoir sauter, grimper. Évidemment, j'ai dit les cordes, d'aller jouer dans les vagues. Les enfants aussi vont adorer à la piscine utiliser les plongeoires, et sauter dans l'eau, faire la bombe. C'est très important parce que plus j'organise ma dimension du centrage, ma dimension au bas, ma coordination entre le haut et le bas, donc mon système moteur par rapport au centre du corps, plus je vais avoir de la stabilité, plus vont être matures mes réflexes de stabilité, de gravité, d'équilibre, et plus du coup je serai à l'aise, puisque mon corps, vous vous rappelez quand je dis toujours que la posture est prioritaire surtout, donc ma posture sera mieux organisée, du coup ma cognition est plus disponible, mon cerveau est plus disponible pour la cognition, lecture, écriture, mémorisation, concentration, puisque les mécanismes corporels sont bien fonctionnels. D'où l'importance à l'école d'avoir des pauses mouvements, d'avoir pourquoi pas des ballons pour s'asseoir qui permettent aux enfants de sautiller un peu sur ce ballon avec les fesses, d'avoir évidemment des pauses et de la psychomotricité, de la motricité à l'école. Évidemment, comme toujours, là je viens de décrire comment le réflexe peut bien s'intégrer. On imagine qu'un enfant qui est porté aussi dans les premiers mois va recevoir des informations de sa montée et sa descente. Le seul fait de marcher fait monter et descendre. Vous vous rappelez quand on voit dans des films ou des reportages des vidéos de foule, on voit toutes les têtes qui montent et qui descendent les unes par rapport aux autres. Donc, il y a ce mouvement d'élasticité qui fait monter et descendre le corps, et donc le bébé à chaque pas est stimulé aussi dans cet axe haut-bas. Mais malheureusement, parfois, le réflexe, pour 1000 raisons, peuvent ne pas s'intégrer correctement. Et ce réflexe peut, dans certaines situations, s'exprimer de manière hypoactive ou hyperactive chez certains bébés. Alors évidemment,
Si le réflexe est hypoactif, les bébés auront peur de ces changements face à la gravité. Ils auront justement peur qu'on les soulève. Et du coup, peut-être que nous, on va moins bouger le bébé forcément. Il a l'air apeuré, il a l'air pas à l'aise. Du coup, il va moins bouger, moins être stimulé. Ça peut développer chez lui un sentiment de peur un peu chronique, d'inquiétude un peu chronique. Ça, c'est important. Et puis, même parfois, on voit chez des gens chez qui vraiment le réflexe n'est pas intégré, plus tard d'avoir des phobies de la hauteur en particulier, phobie de sauter. Mais dans nos cabinets, quand je dis phobie de sauter, c'est pas qu'on met les gens à 2 mètres de haut et on dit saute, c'est qu'on met les gens sur un minuscule tabouret, non pas un tabouret, un marchepied, donc de 15-20 cm de haut, 20 cm de haut, et on leur demande de sauter de ces 20 cm de haut. Et il y a des gens pour qui ça, c'est difficile. Alors c'est difficile, ça leur fait peur. C'est difficile, ils n'arrivent pas à le faire correctement, ils font une jambe après l'autre, c'est tout raide, et justement, ils n'ont pas de mouvement d'amorti. Donc ça, quand on dit peur des hauteurs, on se retrouve avec ça dans nos cabinets, chez les enfants. Chez qui, évidemment, si vous me dites c'est une personne de 90 ans, peut-être c'est logique qu'à 90 ans, comme on est plus raide, moins rapide, etc., qu'on ait peur de sauter d'une petite hauteur. Mais il ne s'agit pas de ça. Imaginez ce que ça entraîne dans la vie par rapport au fait de bouger, de sauter, de courir, de grimper, d'explorer le monde autour de moi, si rien que ces 20 cm, comme on le voit fréquemment, est un petit défi pour moi. Donc le moindre engagement que je vais avoir par rapport à mon environnement et l'impact psycho-émotionnel que cela peut engendrer. Qui dit réflexe peut être hypoactif, dit réflexe peut être hyperactif. Et à ce moment-là, l'enfant va beaucoup sauter. Et souvent, il y a d'autres, pas souvent, toujours, il y a d'autres réflexes qui ne sont pas organisés aussi. Et du coup, l'enfant va avoir beaucoup de sauts impulsifs, inappropriés, avec un manque de contrôle. Il faut que ça saute tout le temps, partout, de manière hyperactive. Et ça peut lui faire manquer de contrôle dans des situations qui peuvent s'avérer dangereuses. Il peut sauter à des moments inadéquats, en voulant traverser la rue, parce qu'il veut toujours jouer à sauter de hauteur beaucoup trop haute et donc dangereuse pour lui. Donc vous voyez que le réflexe se désorganiser dans le côté hypo ou hyper. Notez que si je ne l'ai pas dit à chaque fois, c'est valable pour 100% des réflexes archaïques. 100% des réflexes archaïques peuvent être hypo ou hyper. Ce n'est pas le cas des réflexes de vie, c'est autre chose, mais chez le bébé, n'importe quel réflexe, le Moro, le RTL, le RTAC, RTSC, agrippement de la main, du pied, etc., peuvent être dans le développement du bébé hyperactif ou hypoactif, s'exprimer de manière hypo ou hyperactive. Alors pourquoi tel bébé a tel réflexe qui est hypo ou tel bébé a tel réflexe qui est hyper, voilà, on n'en sait rien du tout, rien du tout. Voilà, pourquoi lui c'est hypo, lui c'est hyper. Alors parfois on le voit même dès la naissance. Donc c'est lié à des choses qui se passent déjà en intra-utérin, la génétique, d'autres paramètres. On ne sait pas. Donc évidemment, si le bébé avait ce réflexe qui s'exprimait de manière hypo ou hyper, et bien comme pour tous les réflexes, le réflexe ne va pas s'intégrer comme il faut, puisqu'il ne va pas jouer correctement son rôle. Et du coup, on va se retrouver dans les situations que j'ai décrites où j'ai du mal avec mon réflexe d'envol et d'atterrissage, avec mes interactions corporelles. Et du coup, ça va affecter des choses comme mon réflexe d'allongement croisé, mon réflexe de protection, mon réflexe de redressement statique. Et il va falloir intégrer ces réflexes-là pour que l'envol et l'atterrissage fonctionnent bien. Et vice-versa, évidemment, parfois, ces réflexes de protection, de redressement statique ou d'allongement croisé peuvent ne pas s'intégrer à cause du réflexe d'envol et d'atterrissage. Donc c'est important de connaître ce réflexe d'envol et d'atterrissage et de travailler sur tous ces schèmes-là. Vous comprenez bien que redressement statique, c'est quand les deux pieds touchent le sol, le bébé se grandit. Et il est indispensable pour le réflexe d'envol et d'atterrissage. Vous comprenez que l'allongement croisé, c'est quand il y a une jambe qui reçoit une information sous un pied. Quand je fais un pas en avant, l'autre se fléchit. Donc ça aussi, c'est indispensable. Et puis le réflexe de protection qui organise les chaînes antéro-postérieures et dont les réactions sont essentielles, mais qui lui est un réflexe de vie. Voilà.
Donc tout ça, ce sont comme presque différents aspects du réflexe d'envol et d'atterrissage. Donc je suis content qu'on les ait abordés avant. C'était pas prévu, hein, j'avoue, mais c'est comme ça. Mazgutova, notre docteur en psychologie internationale, deuxième plus grande experte des réflexes. Hein. Pour moi, il y a 2 expertes aujourd'hui sur les réflexes, c'est Sally Godard-Blight et Svetlana Mazgutova. Ce sont les 2 personnes qui ont inventé des choses sur le réflexe, qui ont découvert des choses sur le réflexe aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre. Enfin, je veux dire, entendons-nous bien, il y a des tas de gens qui inventent des techniques de réintégration de réflexes. Dans le monde entier, en Allemagne, même en France, il y a des gens qui font des choses pour réintégrer les réflexes de différentes manières. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de gens qui ont découvert les réflexes et qui ont découvert les liens entre les réflexes archaïques du bébé qui étaient déjà connus. C'est pas eux qui ont découvert ces réflexes. Ces réflexes ont été découverts même au fin du 19e siècle et 20e siècle, y compris l'envol et l'atterrissage, mais qui ont découvert ce lien, l'idée que les réflexes peuvent être hypo ou hyperactifs, ce lien avec la cognition, avec la posture et avec les émotions. Les 2 seules personnes qui ont ajouté des choses au panel de réflexes avec lequel on travaille, c'est Sally Godard-Blight et son mari Peter Blight, qui est décédé maintenant. C'est pour ça que maintenant, il reste que, entre guillemets, Sally Godard-Blight et Svetlana Mazgutova. Corrigez-moi si j'ai tort, mais à mon avis, il n'y a personne d'autre qui a rajouté des réflexes et qui fait des recherches sur ce sujet-là. Mais plein de gens trouvent des moyens de réintégrer les réflexes. Donc Svetlana Mazgutova, en bonne docteure en psychologie qu'elle est, elle fait le rapprochement avec l'envol et être dans la Lune et l'atterrissage, d'avoir les pieds sur Terre. Et j'avoue que ça, évidemment, on pourrait dire c'est simpliste, ça fait rigoler. On pourrait se dire, bah oui, bien sûr, il a du mal avec l'envol, il est rêveur, ou il est trop dans l'envol, et voilà. Et puis au contraire, il n'a pas les pieds sur Terre, il a problème avec le réflexe d'atterrissage. Sauf que c'est vraiment amusant de le voir au concret dans nos cabinets. On le voit de 2 manières. Hein. On le voit... en fait, souvent, on peut voir de 2 manières. Soit les gens nous disent des trucs du genre « Ouais, moi je suis complètement dans la Lune » ou « Mon enfant est complètement dans la Lune » ou « Il n'a pas les pieds sur Terre », etc. Et puis, quand on vérifie ce réflexe, on s'aperçoit qu'il n'est pas intégré. Donc ça nous fait sourire. Mais parfois, les gens ne nous ont pas dit un certain nombre de choses parce que c'est vrai qu'on ne prend pas un temps infini. Vous vous rappelez, on ne fait pas d'anamnèse en IMP. On ne prend pas un temps infini à savoir tout sur la personne parce que ce qui nous importe avant tout, c'est quel est votre objectif, sur quoi on travaille aujourd'hui, et ensuite on observe les schèmes réflexes. Et on fait à partir de ce qu'on voit. Donc très souvent, ça se passe différemment, bonjour. On observe les schèmes réflexes et puis ensuite on explique. On dit, ben voilà, ça correspond à ça, et là, je pourrais être amené à dire, on a tendance à être rêveur ou de ne pas avoir les pieds sur terre, un truc comme ça. Et c'est là que les gens disent, mais c'est tout à fait moi, ou c'est tout à fait mon enfant, c'est exactement ça. Donc des fois, c'est eux qui nous le disent, et puis on le confirme au niveau du réflexe, et puis des fois, c'est l'inverse. Alors, ils ne nous l'ont pas dit, puis ils nous disent, ah là, on trouve ça, en général, c'est associé à ça. Ils disent, c'est exactement ça. Alors, on est toujours content, hein, évidemment, mais c'est pour ça que ça semble un peu caricatural de dire ce genre de choses, tout comme dire que le réflexe d'agrippement palmaire, c'est lié, on le trouve quasiment systématiquement dans les gens qui disent, j'arrive pas à lâcher prise. Évidemment, la question qu'on est en droit de se poser, et pour laquelle je n'ai pas la réponse, même si j'ai mon idée sur la question, c'est qui est la cause, qui est la poule et qui est l'œuf? Est-ce que c'est parce que, à force d'être rêveur ou de ne pas avoir les pieds sur terre, que ce réflexe se déséquilibre, ou est-ce que c'est parce que ce réflexe n'est pas intégré que je finis par être rêveur dans la Lune ou pas avoir les pieds sur terre? Alors évidemment, je vous dis que j'ai ma petite idée parce que ce qui me permet de l'affirmer, c'est que quand je réintègre le réflexe, donc je n'ai pas fait d'intervention psychologique ou de thérapie cognitivo-comportementale qui ferait que j'essaierais de faire en sorte qu'il soit moins rêveur, ou moins dans la Lune, ou que la personne ait plus les pieds sur terre, eh bien, en travaillant simplement sur le réflexe, l'aspect psychologique change. Des gens qui viennent nous voir, qui disent « j'arrive pas à lâcher prise de telle ou telle situation », et qui ont le réflexe d'agrippement non intégré, puis on travaille dessus, agrippement palmaire,
nous disent après quelques jours, quelques semaines, j'arrive à lâcher prise, j'arrive à me détacher de la situation. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai ma petite idée, sans intervention cognitivo-comportementale, et j'ai pas dit que c'était pas utile d'en avoir, hein. J'ai déjà fait l'apologie de ce que je pense de bien des thérapies cognitivo-comportementales, en particulier l'approche ACT, ACT, Acceptance and Commitment Therapy, que je trouve très proche dans la philosophie avec ce qu'on fait en IMP, et puis d'autres thérapies cognitivo-comportementales basées sur l'attachement ou autres, qu'on trouve très intéressantes. Voilà. Donc sans être psychologue nous-mêmes, mais on a un impact sur la sphère psycho-émotionnelle en travaillant sur le réflexe. Donc voilà, c'est ça qui me permet de le dire. Mais je veux bien dire autrement si on me prouve autrement. Alors, en résumé, les fonctions de ce réflexe, elles sont assez nombreuses. Voilà, tout ce qui est gravité, développement des compétences motrices, la capacité à sauter, développer le contrôle corporel, surtout en cas de danger, pouvoir se rattraper, c'est quand même ça à la base le truc, la relation entre le haut et le bas du corps, donc la mise en place du centrage. On a fait un épisode de podcast entier sur la dimension du centrage, vers le mois d'octobre, je pense octobre 2025, de tête si vous voulez retrouver ça. Donc ça impacte beaucoup de choses, la dimension du centrage, avoir une bonne vitesse de réaction aussi, évidemment, face aux événements qui se produisent, face à comment ça bouge. Donc pour les sportifs qui doivent, je sais pas, évidemment on pense à des choses comme le triple saut, le saut à la perche, le saut en hauteur, et mille autres sports dans lesquels évidemment le basket, le handball, etc., où on a tous ces mouvements très rapides où il faut se rattraper, sauter. Voilà, donc vitesse de réaction adéquate. Quoi encore ? Au niveau émotionnel, voilà, je vous l'ai dit, ça joue beaucoup avec la motivation, la capacité à prendre son envol, à atteindre un but, à aller vers quelque chose, développer l'enthousiasme, le dynamisme. Aussi pouvoir imaginer des choses, aller vers le haut, monter. Et puis au contraire, être capable d'atterrir après les expériences qu'on a dans la vie, les expériences intenses ou les déceptions qu'on a eues. À un moment donné, il faut pouvoir, dans la vie, atterrir. Parfois, il faut rebondir. Voilà. Se montrer réaliste, avoir les pieds sur terre, ça c'est important. Et puis évidemment, il y a toutes ces réactions de protection que j'ai indiquées, puisque il y a, comment dirais-je, la capacité à sauter par-dessus un obstacle, et puis à protéger notre corps face à la gravité, les réactions de changement par rapport à l'espace. Et puis je vous ai indiqué, c'est comme ce système d'amortisseur, voilà, s'active correctement. Donc voilà un petit peu pour ce réflexe d'envol et d'atterrissage. C'est très amusant, c'est très intéressant ce réflexe. C'est un réflexe qu'on enseigne en IMP, bien entendu, qui apporte pas mal de choses. Et comme vous pouvez le voir, à la fois si on travaille sur la posture, kinésithérapeute, posturologue, sportif, mais aussi ça va être majeur pour les psychologues, voilà, tout simplement, tout ce que j'ai indiqué, qui est très important. La motivation, l'enthousiasme, capacité à rebondir, à se protéger. Donc comme tous les réflexes, voilà, il a son rôle, sa contrepartie corporelle et physique qui entraîne forcément, obligatoirement, une contrepartie psycho-émotionnelle. Alors la manière de l'évaluer en IMP nous vient de Svetlana Mazgutova. Il y a le fait je vous l'ai déjà indiqué, de sauter d'une petite hauteur. Et nous, on va observer un certain nombre de choses très précises au niveau du corps de la personne. Et puis aussi, pour l'envol, on va demander à la personne de sauter et de regarder aussi là tout un tas de paramètres. Et on va lui demander de sauter d'une manière spécifique et on va regarder ce qui se passe. Est-ce que ses jambes se replient sous elle ? Est-ce qu'elle est à l'aise ? S'il faut, on prendra un support, un dossier de chaise, une table ou quoi, pour pouvoir faire ça. Évidemment, on va avoir tout un tas de possibilités de réintégration de ce réflexe. On pourrait dire ces réflexes, il y a le vol et l'atterrissage, mais on ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Vous comprenez que s'il y a un envol, il y a forcément un atterrissage qui arrive très très vite, vu la force de gravité sur cette planète. Sur la Lune, peut-être, si on avait vécu et était né sur la Lune, ce serait sans doute différent. Mais sur notre planète Terre,
Ce réflexe d'envoler et d'atterrissage, il doit agir très très vite et cette coordination entre monter et descendre doit s'apprendre très vite dès nos premiers pas. Ça doit être en place dès nos premiers pas pour pouvoir se rattraper, etc. Donc, encore une fois, je répète, parce que ça semble toujours bizarre pour les gens qui n'ont pas des connaissances approfondies sur le réflexe. Ce réflexe, il émerge véritablement vers 1 mois après la naissance et il s'intègre vers 12 mois. Si ce réflexe était toujours aussi présent lors de la marche, ça me gênerait complètement parce que chaque petit mouvement de montée ou de descente de mes jambes, etc., me créerait des raideurs au niveau de la colonne vertébrale et de créer des extensions de jambes non volontaires ou au contraire des flexions de jambes non volontaires et ça m'inhiberait complètement et ça m'empêcherait de marcher. Donc ce réflexe doit être inhibé pour pouvoir mettre en place la marche et tout un tas de choses, mais en revanche, quand on va se mettre à sauter, donc c'est un réflexe un peu particulier, quand il va y avoir des réactions liées à la gravité, il va s'activer tout de suite. Pourquoi je dis que c'est particulier? Parce qu'en général, je dis, c'est quand il y a du stress. Mais évidemment, nous, on n'identifie pas forcément le fait de sauter à un stress, sauf que ça l'est, en fin de compte. Parce que si je rate mon atterrissage, même d'une chaise, si on saute de la hauteur d'une chaise, et ça nous est tous arrivé de faire cette bêtise, de sauter d'une chaise sur laquelle on était monté pour attraper un truc en haut d'un placard ou pour changer une ampoule électrique, et de sauter de la chaise en oubliant que la chaise n'est pas ancrée au sol et que quand on saute de la chaise, nos pieds repoussent la chaise en arrière au moment où on saute. Si on a pris l'habitude après, quand on a vécu déjà cette catastrophe, on a pris l'habitude de sauter en haut, verticalement. À ce moment-là, si on saute verticalement de la chaise pour se propulser, alors ça ira. Mais en général, on veut sauter de la chaise pour en sortir, et donc on saute vers l'avant, et ce faisant, on repousse la chaise vers l'arrière, qui bascule, et nous, évidemment, nos pieds basculent aussi, et on se retrouve le nez dans le ruisseau. C'est la faute à Rousseau. Voilà. Et on espère que la chute n'a pas été trop grave, mais parfois ça peut être dramatique parce que c'est extrêmement rapide. Donc vous voyez qu'on pourrait croire que voilà, c'est pas un réflexe, parce qu'on dit que les réflexes réémergent sous stress. Le fait de sauter pour un être humain, toujours, c'est une petite dose de stress. Et le réflexe est toujours là en cas de besoin. Donc ça peut sembler paradoxal, mais c'est valable pour tous les réflexes. Tous les réflexes peuvent ressurgir en état de stress quand le système nerveux, le système réflexe, comme je l'appelle, quand le système réflexe est un détecteur au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau vestibulaire, au niveau kinesthésique. Il y a des détecteurs et qui sont directement branchés au système postural et au système réflexe et qui, dès qu'il y a une certaine forme de danger, réagissent instinctivement et ressurgissent. Et on le retrouve bien chez les personnes âgées d'ailleurs, qui vont réactiver en vieillissant tout un tas de réflexes parce que leur néocortex va trop lentement. Et donc ça, c'est une chose très importante à comprendre, que les réflexes ne disparaissent pas, ils s'inhibent parce que le néocortex prend les commandes, mais dès que le néocortex ne peut plus faire l'affaire, c'est le système réflexe qui reprend les commandes. Et il faut imaginer ça comme le néocortex, il est très lent en fin de compte. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose de rapide qui se fait, le néocortex n'a pas le temps de se brancher et c'est le système réflexe qui réagit en priorité. Vous croyez pourquoi que c'est très long et très difficile d'être performant en sport? Parce qu'il faut s'entraîner 1000 fois, 1000 jours, 10 000 heures minimum pour maîtriser un truc. On dit 10 000 heures. Ça, c'est vraiment pour être performant dans quelque chose. 10 000 heures pour pratiquer le violon, pour pratiquer quelque chose. Ça correspond à quelques années de pratique. 10 000 heures pour performer son crawl, son triple saut, son que sais-je, pour que ça devienne réflexe. Si c'était pas réflexe, il s'agirait de le faire 2-3 fois, on m'explique et hop, je sais comment il faut faire et je deviens champion du monde de saut à la perche. Mais le saut à la perche, j'en ai jamais fait de ma vie, je prends cet exemple, pas par hasard, avec l'envol et l'atterrissage, bien entendu. Le saut à la perche, rien que de le voir, ça me terrorise. Si j'ai dû faire un peu de saut à la perche, je me rappelle lors d'un stage, j'avais fait un stage de, comment ça s'appelle, de décathlon, ça existe ça, où on fait 10 disciplines olympiques, et dans lequel il doit y avoir le saut à la perche. J'avais fait un stage de ça pendant une semaine quand j'étais gamin, j'en ai un souvenir très trouble, je devais être assez petit. Et il y avait des initiations, je me rappelle, au triple saut, à ceci, au saut de haie, là. Et il devait y avoir ça aussi. Mais je suis incapable de faire ça, je suis terrorisé. Voilà. Le saut à l'élastique me suffisait déjà à l'école, c'était très bien.
Et vous voyez, dans mon cas, hein, j'étais très bon au saut en ciseaux, mais quand il faut faire le Fastbury, passer le dos derrière avec la tête en premier, avec les difficultés que j'avais, vous savez que j'avais des difficultés d'apprentissage et tout un tas de réflexes pas intégrés, c'est ça qui fait que j'étais en échec à l'école et que c'est comme ça que progressivement je me suis orienté vers le métier que je fais aujourd'hui. Ben, j'étais incapable même d'imaginer de faire le Fastbury, de sauter le dos en arrière comme ça, même c'est pas, il y a une hauteur de tapis qui fait qu'on ne peut pas avoir mal, c'est impossible. J'étais incapable de faire à l'école les sauts périlleux, que ce soit en avant ou en arrière, y compris sur les énormes tapis de sol qu'on avait. J'étais terrorisé à faire ça. Je suis terrorisé à l'idée de... J'ai jamais pu sauter à la piscine, j'étais les seuls à rester au plongeoir du bas, hein. Vous savez, c'est le plongeoir qui rebondit, mais le plongeoir qui est en haut à 3 mètres ou 5 mètres, même adulte, je ne le fais pas. Je suis terrorisé de la hauteur, etc. Donc mon réflexe d'envol et d'atterrissage, pour des raisons, je ne sais pas, je suis né prématuré, j'ai passé mon premier mois de vie en chambre chaude sans que personne m'ait pris dans les bras et que ma mère n'ait pu me visiter. Peut-être que c'était à la cause de ça ou d'autres choses plus tard dans la vie, j'en sais rien. Mais donc, vous imaginez bien toutes ces situations importantes. Le fait de sauter à la perche nécessite de s'être entraîné des heures et des heures, des jours et des jours, des années et des années pour maîtriser le geste sportif. C'est valable pour tous les sports, c'est valable pour la musique, c'est valable pour tout dans la vie, bien sûr. Pour que ça devienne réflexe. Hein, le moment où le sauteur à la perche saute, il n'est pas en train de faire une nouvelle stratégie. Il a fait ça 1000 fois, 10 000 fois, et c'est devenu réflexe. Chaque millimètre, chaque chose. Et vous voyez pourquoi ces sportifs, hein, les gens se moquent de ça, mais c'est très important, ont des rituels. On voit les tennisman, ils tapent 3 fois la balle, ils se touchent le machin, ils tournent 3 fois sur eux-mêmes. Et on se dit c'est des trucs magiques, c'est des manies. Ce sont des choses qui mettent le corps dans un état automatique. C'est très important dans la compréhension de ces notions de réflexe. Il faut mettre de la sécurité dans le corps. C'est la base de la fameuse théorie polyvagale qui nous dit qu'on est toujours en recherche de sécurité. Si je trouve la sécurité, les réflexes de vie peuvent agir correctement, les réflexes archaïques vont se calmer, ne vont pas être présents. Du coup, je pourrai être performant dans ce que je fais. Et la sécurité, c'est majeur. Je vais donner des exemples de vie personnelle pour comprendre ça. Si je suis dans une... Enfin, si je veux pratiquer... Enfin, on est tous comme ça. Le fait de mettre en place des rituels nous aide à nous sentir en sécurité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Par exemple, quand on fait un sport, on va faire une certaine forme d'échauffement. Mais dans cet échauffement, il y a l'aspect échauffement musculaire, bien entendu. C'est indispensable. L'autre jour, je suis allé à la piscine et je me suis mis à nager vite avec un échauffement réduit et j'ai fini par avoir mal au bras parce que je ne me suis pas suffisamment échauffé. Je voulais tester, mon coach m'avait demandé de me tester sur des séries de 250 mètres pour voir quel était mon temps, pour pouvoir voir ma progression, et je ne me suis pas suffisamment échauffé. Du coup, je me suis fait mal au bras et plusieurs jours après, j'ai encore mal au bras, faute à un manque d'échauffement. Donc ça, c'est évidemment indispensable. Mais il y a aussi l'aspect psychologique. Il faut que je puisse rentrer dans ma séance de sport. Et pour ça, le fait de pratiquer un certain nombre d'activités auparavant, un certain nombre de rituels, m'aide à m'y mettre parce que mon corps trouve sa sécurité. Je vais vous donner un exemple. Moi, je prends de temps en temps, j'essaye de le faire 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, des bains froids. Donc là, aujourd'hui, il va falloir casser un peu la glace pour rentrer dans la piscine extérieure. C'est une petite piscine pour enfants, mais qui me permet de me baigner dedans. Si j'y vais là, comme ça va être très dur et je ne vais pas pouvoir rester. Si en revanche, je mets tous les jours, c'est ce que je fais, un casque avec tous les jours la même musique, je me prépare d'une certaine manière qui est tous les jours la même, tous les jours je me baigne, je me mets dans un état d'esprit avec la même musique qui me fait rentrer dans un état et qui me rappelle toujours ce sentiment de sécurité. Voilà, c'est les rituels qui donnent la sécurité. On retrouve ça chez tous les animaux, ils ont des rituels. Tous les animaux, peut-être pas tous les animaux, mais chez la plupart des animaux, y compris chez les reptiles, on va retrouver un certain nombre de rituels.
Si vous avez un chat ou un chien, vous savez qu'il fait des rituels peut-être avant d'aller manger. Le chat, il va goûter une croquette, puis il s'en va. Puis il revient avant de se coucher, il doit tourner 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre sens, faire ses papates, et ensuite il dort. Les chiens ont aussi des rituels. Et nous, les humains, on voudrait croire que c'est pas bien d'avoir des rituels. Alors que c'est très important. Avec les enfants, on a les rituels du coucher, qu'on va faire dans un ordre précis. On va faire boire un verre d'eau, faire pipi, raconter une histoire, se brosser les dents. Enfin, il y a tout un truc qui crée de la sécurité, qui va permettre un bon endormissement. Pourquoi je parle de ça? C'est pas spécifique à l'envol et l'atterrissage, j'en profite de parler de ça, mais parce que en IMP, en intégration motrice primordiale, nous avons aussi des rituels que nous faisons avec les gens. Le premier rituel, déjà le rituel de la séance. La séance d'IMP comporte 5 étapes, toujours les mêmes, dans le même ordre, et les gens y retrouvent de la sécurité. Et une des premières choses qu'on fait, c'est de mettre le cap sur l'apprentissage. Donc j'ai fait un épisode de podcast entier sur le sujet, évidemment. Retournez l'écouter, mais ça nous vient du brain gym. Et en brain gym, on apprend ces rituels. Les enfants, ils ont besoin de ça. On arrive le matin en classe, on écrit la date, on prend un verre d'eau, on fait telle ou telle chose et on s'y met. On a besoin d'échauffement physique, on a besoin d'échauffement psychologique également. C'est très important. Et donc, dans le cas du sportif, on a besoin de ça. Donc, j'ai un peu dévié, pourrait-il sembler, du sujet de l'envol et l'atterrissage, et c'est vrai, mais c'est pour vraiment comprendre que le réflexe d'envol et l'atterrissage, c'est un réflexe archaïque. Les réflexes archaïques ressurgissent en cas de besoin, et on a l'importance de mettre de la sécurité, toujours dans le corps, la sécurité. L'importance de la sécurité. Le système réflexe s'active quand on est en insécurité. Quand une personne âgée a peur de tomber, il active un certain nombre de réflexes. Comme certaines personnes âgées ont toujours peur de tomber, parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences ou parce que maintenant leur temps de réaction est lent, eh bien ils vont réactiver en permanence un certain nombre de réflexes. Évidemment, et on a une étude qui le prouve de novembre 2025 et qui met clairement les choses au clair, quand on fait chez les personnes âgées les tests cognitifs connus scientifiquement et les tests de réflexe disent tout. C'est corrélé à 0,9. Ça veut dire que c'est une corrélation quasi parfaite entre les baisses vues dans les tests cognitifs et le nombre de réflexes pas intégrés. Donc vous voyez l'importance de ça. Mais, et c'est sur ça que je veux revenir, l'étude met en évidence qu'on peut avoir des personnes âgées qui ont des réflexes non intégrés, mais plus ils bougent, moins ça a d'impact au niveau cognitif. Donc vous voyez, le discours de l'IMP est corroboré par la science. Le but en soi n'est pas de chercher à inhiber les réflexes coûte que coûte. Si j'ai un mode de vie équilibré, si je bouge plus, certes je peux avoir des réflexes pas intégrés, mais ils vont beaucoup moins m'impacter. Évidemment, ce sera le but de recherche ultérieure de vérifier et qu'est-ce qui se passerait si on intègre ces réflexes. Évidemment, j'ai ma petite idée, mais la science doit parler. Il faut laisser faire les choses et ça prendra le temps que ça prendra pour avoir toutes ces preuves scientifiques. Mais c'est là où je veux en venir. La personne âgée, il va être essentiel de lui enseigner les activités qu'on fait en IMP, mais tout comme les activités que montrent les kinésithérapeutes et les activités que montrent les psychomotriciennes, pour qu'elles trouvent de la sécurité au quotidien. Et en IMP, on va utiliser les bercements qui vont stimuler, entre autres, le système vestibulaire. On va faire les resets qui vont stimuler tout l'aspect corporel, organisationnel, etc. On va utiliser des techniques tactiles en IMP pour redonner de la sécurité. On va réutiliser des mouvements de coordination pour remettre de la sécurité. Et donc plus on fait ça, plus les réflexes vont rester à leur place, vont être calmés, et plus la personne aura de degré de liberté, de capacité à bouger, d'aisance. Et en plus, ça crée un cercle vertueux. Plus on bouge, plus on va mieux. Et moins... Et en fait, deux choses se passent. Moins les réflexes ont un impact négatif sur nous, et plus ils restent intégrés. Vous avez deviné que j'ai rejoint la route ? Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. En partant de ce réflexe d'envol et de l'atterrissage, on arrive à... Parce que c'est un réflexe vraiment lié à la sécurité du corps postural et forcément psychologique. On arrive à parler de toute cette notion de l'importance des rituels. Donc
Ne banalisons pas ça, parce que souvent on veut se débarrasser de ce genre de choses qui seraient un peu trop animales, archaïques, d'avoir des rituels. C'est une bonne chose, ça nous permet de faire les choses. Le sportif fait son rituel, par exemple, la veille que j'aille à la piscine ou quand je courais, la veille d'aller courir, je prépare mon sac de sport avec tout ce qu'il y a dedans, ce qui fait qu'au moment d'y aller, tout est prêt. S'il faut que je dépense de l'énergie à préparer tout avant d'y aller, dans mon cas, ça pourrait faire l'excuse de ne pas y aller. Ah non, j'ai pas le courage. Comme ça demande de l'énergie d'y aller, faire son sport, si en plus il faut faire l'énergie de se préparer, ouah, c'est 2 fois plus. Alors il faut encore plus de motivation. Si j'ai un rituel qui fait que la veille, tout est prêt, ben, au moment de partir, tac, 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 c'est là, paf, paf, les clés de la voiture, paf, j'y vais, tac, toujours le même rituel. Je me lève, je fais ces mouvements-là, tac, 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 je fais mes exercices de respiration, paf. C'est rituel, c'est automatisé. Évidemment, entendons-nous bien, il y a des gens chez qui ça devient maladif et leur pose de graves problèmes parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans rituel. Et si un rituel ne peut pas avoir lieu, ils se sentent mal. Donc on pense aux troubles obsessionnels compulsifs, on appelle ça les TOC. Donc ça, évidemment, ça ne va pas être une bonne chose. Mais là, on s'aperçoit justement que chez ces personnes-là, il y a tout un tas de réflexes en déséquilibre. Alors, je vais être très sincère avec vous, j'ai déjà reçu des gens présentant des troubles obsessionnels compulsifs. Je ne prétends pas, et d'ailleurs pour moi ça a été un échec, enfin c'était pas un échec parce que c'est pas quelque chose que j'ai cherché à faire, mais le simple travail sur les réflexes ne suffira pas à aider ces gens-là. En revanche, quand je travaille avec des thérapeutes spécialisés sur le sujet, formés aux thérapies cognitives et comportementales, conjointement au travail qu'on peut proposer en IMP, alors on a des résultats qui sont notables. Et là, moi, je ne peux que dire ce que ces psychologues ont fait. Les psychologues avec lesquels je travaille disent que quand quelqu'un a ce genre de choses, c'est beaucoup plus bénéfique qu'il fasse de l'IMP plus de la psychologie que la psychologie seule. Et c'est pourquoi ils ont tendance à nous envoyer les gens. Et ils peuvent dire que c'est le cas parce qu'il y a des gens qui ne vont pas venir chez nous et on voit la différence. Mais là encore, il nous faudrait beaucoup d'études scientifiques sur le sujet. C'est un sujet très très vaste. Et de voir chez les gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs quel type de profil réflexe on trouve un peu, quels réflexes sont présents ou pas présents dans le cas des réflexes de vie, et il y aurait des choses intéressantes à faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, l'importance de ce réflexe, de ce double réflexe d'envol et d'atterrissage, en fin de compte pour mettre en place ce centrage, et le centrage c'est tellement important. C'est même le premier réflexe que l'on aborde dans les séminaires d'IMP. Le tout premier réflexe, c'est un réflexe de vie, c'est l'étoile à 6 branches, radiation du nombril, qu'on appelle aussi réflexe de centrage. Donc vous voyez pour nous à quel point c'est important. Paul Denison, il dit oui, c'est bien de commencer par le centrage parce que c'est le cœur du corps, comme il aime à dire. C'est aussi le cœur émotionnel en quelque sorte. Et finalement, ça me permet de conclure cet épisode en disant oui, les enfants sautent de joie. Et je vois ces petits enfants de 2 ans, quand ils sont contents, ils sautent de joie. Alors je pense qu'en travaillant sur évidemment le réflexe de centrage à travers le réflexe d'envol et d'atterrissage, on développe plus de joie dans la vie. C'est pas beau ça? Donc merci de m'avoir écouté une fois de plus. Je vous souhaite une très belle journée. Dans mon cas, comme je vous ai dit, il fait -4, -5 là, mais il y a une raison à ça. C'est parce qu'il n'y a aucun nuage et il y a du grand soleil. Et ça va faire plaisir d'avoir ce grand soleil qui va illuminer notre journée. On l'a vu hier, mais on ne l'avait pas vu depuis des semaines et des semaines. Donc oui, il y a du froid, mais un froid sec avec un beau soleil. Je suis bien content. J'espère qu'il en va de même pour vous et je vous souhaite une très belle journée.